plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. La ville de Bukavu a connu une forte mobilisation citoyenne hier mardi. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche pacifique pour la paix et le vivre ensemble à l'initiative de la société civile. Les organisateurs saluent la mobilisation tout en estimant que le retrait de l'AF-123 de la ville d'Uvira ne constitue pas un véritable cessez-le-feu, mais une action jugée sanctionnelle sans garantie pour une paix durable. Les détails dans ce reportage. La population de Bukavu a répondu oui à la marche de la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, organisée ce mardi 23 décembre 2025 par le cadre des concertations de la société civile, les confessions religieuses et les forces vives. Conformément à l'article 29 de la Constitution régissant le régime des manifestations publiques en RDC, des milliers d'habitants de la ville de Bukavu ont pris part à cette marche qui avait comme message les vivre ensemble de la population et non au retrait troupes de M23 à Uvira. La marche avait comme itinéraire Nyawera, place Mouzi-Roi, Sonas, place de la Paix, Feu Rouge jusqu'au cabinet du gouverneur à la botte Nyamoma, dans la commune du Banda où le gouverneur des provinces, Patrick Boussoubangui Chombo, a réceptionné les mémorandums. Cela étant, une paix de façade imposée et caporalisée même par une superpuissance, porte en elle-même les germes de sa déliquescence tant qu'elle n'est pas fondée sur le consensus existentiel de peuples congolais et de la région des Grands Lacs, susceptible de résorber les antagonismes internes en RDC et régional au sein de la région des Grands Lacs africains. Ainsi, la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche de retrait dans la ville d'Uvira, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche de retrait à Uvira et partout ailleurs, car cela relèverait d'une approche sensationnelle et non de mécanismes de cessez-le-feu fiables tels que décrits dans les accords de Doha, de Washington et de leurs annexes. Entouré du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwengedoux, du maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa et son adjointe Céline Nyota Luanja, l'autorité provinciale a remercié la population pour cette marche qui prouve son attachement au mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Je reçois avec honneur et humilité ces mémos de toute la population du Sud Kivu en général et je vous promets de le remettre à ma hiérarchie, c'est-à-dire à qui de droit. Je vous remercie encore d'avoir abandonné vos travail pour venir faire cette marche pacifique. Je continue à croire que notre organisation, c'est-à-dire l'AFC M23, continue toujours à lancer ce message de paix pour que nos populations enfin puissent vivre dans la quiétude et en paix. Pour ceux qui se trouvent à Uvira, je leur demande d'être résilients et que Dieu les protège. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous leur promettons que dès que les choses reviendront à la normale, nous irons leur rendre visite. Nous attendons que la hiérarchie de notre organisation puisse en décider. Vous avez remarqué qu'il y a des marches partout dans les zones sous notre contrôle. Cela prouve à suffisance que la population est fatiguée de l'insécurité, du désordre, de la mégestion. Et c'est ainsi qu'il reçoit ce mémo, comme je disais tout à l'heure, avec humilité et le rendra à acquis de droit. La forte mobilisation du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu avait eu la contribution physique de membres des confessions religieuses, des mouvements citoyens, des motards, des transporteurs et de toute la population. Face à toutes ces mobilisations, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté ce qu'il qualifie de marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Dans un communiqué rendu public hier mardi, le gouvernement évoque des pratiques qui constituent de graves violations des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Au Nord Kivu, le 13 décembre dernier, la province a franchi un cap important avec la
promulgation de son budget pour l'année 2026 par le gouverneur militaire Kakule Somo Evariste, basé à Béni. Retour sur cette journée avec ce reportage signé cellule de communication du gouverneur. C'est en 13 décembre 2025 très émouvant. Tout le monde comprend l'utilité de cette procédure. C'est de s'assurer que le budget réponde effectivement aux besoins de la population et qu'il soit conforme aux normes de l'art. La province du Nord Kivu se dote de son budget pour l'année 2026. Le gouverneur de la province l'a promulgué après 30 jours de travaux de la conférence budgétaire dans des conditions exceptionnelles de guerre et de terrorisme sous état de siège. Un budget équilibré en recettes et en dépenses, explique Maître David Kamoua, superviseur des travaux des conférences budgétaires. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes en CDF 440 milliards 844 millions 872 171. C'est donc un budget très ambitieux. Gouvernance participative, c'est l'art du général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui implique ses administrés dans les réalisations programmées. L'autorité provinciale, dans le cadre de la gouvernance participative, tient à organiser d'ici janvier ce que nous appelons le dialogue budgétaire pour que toutes les couches de la population soient informées de tout ce que nous avons programmé en termes de réalisation de développement pour l'exercice 2026 dans notre province. Construction et amélioration des routes, des dessertes agricoles et d'interconnexion des provinces, les aéroports, les logements, des projets des prisons, d'adduction d'eau, des dessertes en énergie électrique, de projets agricoles et des investissements ainsi que le social des populations, sans oublier la sécurité, sont inscrits dans l'arrêté portant le budget 2026 promulgué ce 13 décembre 2025. À Butembo, les élus provinciaux du Nord Kivu se sont rendus sur le boulevard Nyamusi Enoke en pleine modernisation. Une visite d'inspection qui intervient avec l'arrivée des matériaux bituminés, saluée par le député comme un signal fort de l'engagement des autorités provinciales malgré un contexte économique difficile. Reportage signé Eka News. Les élus provinciaux de la ville de Butembo ont effectué une visite d'inspection des travaux de modernisation du boulevard Nyamusi Enoke, axe menant à l'aérodrome de Rwanda, ce mardi 23 décembre. Cette visite leur a permis de s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux financés par les gouverneurs des provinces du Nord Kivu. Plusieurs sites ont été visités, notamment les chantiers dont les travaux s'effectuent à l'entrée de l'aérodrome avec le traçage des caniveaux et le rechargement. Les députés provinciaux bienvenus Lutsumbi, Moïse Tchibakos et Shafi Moussitou ont salué l'arrivée de la bitume dont la pose est prévue au début de l'année 2026. Ils ont également visité l'usine d'asphalte installée à Katwa, appelée à approvisionner les chantiers. Ya kwanza ni kushukuru wanabunge ambao wamejiunga kusema tunaweza kutetea raia katika muungano. Nimemwona ndugu Bienvenu Lutsumbi hapa, ndugu Kibakose na mmoja wetu ambaye alitaka pia akuwe pamoja nasi, ndugu Mheshimiwa Mbenze Yotama ambaye ameenda kupata matibabu sasa na sahihi haiko mahali hapa. Na leo tulipendelea kujua nini ambayo inaendelea na nini wapi ndio tunafikia, kwani inabidi kaburembo yani goudron ituliwe katika mji wa Butembo, na tumeona entreprise Gerson Construction ambayo inakuwa mbele kabisa kwa kazi, imefanya kazi nzuri sana na tunaipigia kabisa shangwe kwa kazi ambayo imefanya hapa katika mji wa Butembo kukamata hiyo barabara ya kuendea Rwanda. Nous sommes aussi passés superviser cette usine d'asphalte qui est ici à Katwa. Il se pose certainement certaines difficultés, parmi lesquelles les machines qui ne sont plus réchauffées depuis un moment. Nous pensons que comme députés provinciaux, nous n'allons pas manquer à nous rapprocher davantage, une fois de plus, au gouverneur de la province, pour demander à ce que certains défis soient relevés pour permettre à ces entreprises de ne pas connaître des arrêts liés à des pannes
qui peuvent se prévenir aujourd'hui. À janvier, comme Gerson Construction nous a rassuré, du début, elle pose l'asphalte à partir de janvier. À l'issue de la visite, ces élus du peuple ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution des travaux et ont salué l'engagement du gouverneur à doter la ville de Butembo et les autres entités de la province d'infrastructures routières modernes malgré la conjoncture économique difficile. amashantie sare nanguma eyimene awushi anemuloria emoreo abashakulu nabakekulu batulu baketulawo bat engishagenda saregendeka nombe chenene ipoteshima kwanza shukashi eribishengene tsuka eriwambo nonebenene rumatsukire byoshi byewoma eyo tukani bituloma speculation inutile awote ndituwadija eloria mbere ne echenene. Il convient de rappeler qu'en plus de la modernisation de cette route longue de 3 km, l'entreprise Gerson Construction prévoit également l'embellissement de 3 carrefours, le rond-point Kitulu, le rond-point Siton Maulinga et celui situé à l'entrée de l'aérodrome de Rwanda. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a affirmé que le gouvernement Judith Suminwa est le premier à avoir mobilisé autant de fonds pour la réhabilitation de routes en République démocratique du Congo et s'exprimer à Kinshasa lors d'un point de presse consacré à la validation par le FMI de la deuxième revue du programme de la facilité élargie des crédits. Ces propos sont ici. Banzela ya Kinshasa, Nzelezate, je crois humblement que le musala ya ba panzi sango ezali pe ya kokende kotala na misu na bango koya ko diffuser. Depuis gouvernement oyo ezokamama epa mama Judith Suminwa ekoti na musala, jamais un gouvernement est financé dans les infrastructures comme ce gouvernement. J'ai dit jamais. Aucun gouvernement de l'histoire de la République démocratique du Congo n'a financé autant dans les travaux de voirie avec les ressources propres. Aucun gouvernement depuis autant d'années. Exemple, pendant depuis Basalaki Banzela à 2019-2020 dans le cadre du programme d'urgence, Banzela Moussou c'est seulement quitté na Katia Kinshasa Awa. Babakisa kita Moussou 3 Nzela, Elengesa, Shaba, moi Banzela Momisato et Bakisa Maki, na gouvernement provincial ou Kolongwa. Dans la législature 2018-2023. Ce qui fait que Banzela nyon se bebaki. Bokassa, Kabinda, Kasavubu, Kabambare, Nyangwe, Banzela tout. Herbiso de Koti na Moussala na juin. Kinshasa ezalaki donc au Pessimbo Mboa Boyi. Mais na minito yo to résoudre makamunyon sauté. Mais na kotangela bino ko banda sikoyo pona yebi parker nzela moko na mosolo oyo l'État atie na kati wana na kati ya ville ya Kinshasa tozana ba projet ebele oyo eza financé par gouvernement central na sina répété en plusieurs fois ozana projet ya 115 km en béton oyo bozomona ba veni Kalemi bazosala ba veni Matankumu ba veni Kimbuta baveni ebele bakangi na minito yo na école de navigation pour batia pont ya sika bakosala ko banda sayo ti na école de navigation ozwa baveni aller verte 3 vallées donc baveni ezebele ozwi ya veni tourisme wana eza banzela oyo ezosala manakati ya 115 km. Ils sont déjà autour de 60 km qui ont été ouvertes. Donc on peut vous communiquer la liste et les montants qui ont été dépensés. Soko longwe na banzela wana ozana banzela ils ont pris en charge dans le cadre du projet il y a 27 km il y a Beseko ozana ba veni 24 novembre ko banda mola rezo kendeti na Ipen o ba Malta Forest bazo sala ozana Kabinda o société escapée zo sala ko banda Wileri so yiboleki siko ko banda Wileri tina Kasavubu béton et ici place nyonso wana ozi ba wangata ko banda boulevard ti ozobima na Kabinda is asphalté na kati ya baveni wana ozana ba Nyangwe ba Kalembele mais soki toke siko na Nyangwe omona ke babandi béton ngambu moko Kalembelembe n'en parlons pas Kabambari n'en parlons pas ça fait qu'à ça zosala
Ok, autour, il y a un projet aujourd'hui, Itaga, Kobandamushi, Ti, Bima Wileri. Donc, on va refaire toutes ces avenues-là. Et le gouvernement a déjà financé. Aujourd'hui, autour du marché, Ouagading, ils ont bétonné la minute de Zoloba. Mais, t'as la population, tu bétonné, tu vas comme Tanda, Maputa, tu vas Kandembi, Nakacha béton. Donc, on est un ministre des Finances, premier ministre, c'était. Donc, police, il faut ça, na Bakambia, et Ngombaville à Kinshasa. Aujourd'hui, avenue de l'école. Aujourd'hui, avenue Maïwe, Bando Télé, Makobanda, commerce, ti na Ouagading, bétonné place Wana, canalisation Basali. Donc, Kinshasa est en chantier. Tu as un projet Moussoussou, Bengi 3 communes. De son côté, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présidé la cérémonie officielle de remise de la certification ISO 9001-2015 au système de management de la qualité de l'École nationale d'administration ENA. À cette occasion, il a adressé ses félicitations à l'ensemble de l'équipe dirigeante de l'ENA pour cet accomplissement remarquable. Reportage. Référence nationale dans la formation des hauts fonctionnaires, l'École nationale d'administration s'aligne désormais sur les standards internationaux. L'institution a été certifiée ISO par l'Agence française des normalisations au terme d'un processus exigeant axé sur la qualité du management et l'efficacité des services. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a salué ces résultats récoltés par les conquérants. Le destin de l'ENA est grand, et je dirais même très grand. C'est à chacun de nous de le rendre réel. L'ENA est un patrimoine national. Sa montée en puissance est une fierté pour tous les fonctionnaires, tous les agents publics de l'État. Elle doit non seulement éclairer l'administration publique, mais également inspirer le secteur privé, rayonner, ça a été ici dit, à l'échelle africaine, mais aussi s'ouvrir au monde. Pour Tombola Mouké, directeur général de l'ENA, cette certification marque une nouvelle étape dans la transformation de l'établissement appelé à jouer un rôle central dans la réforme de l'État, conformément à la vision portée par les gouvernements seminois. La certification ISO 9001 relative au système de management de la qualité a permis à l'ENA de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, mais aussi de hisser ces standards de gouvernance au niveau le plus élevé possible. Parce que la norme repose sur 3 piliers. La performance, ça améliore la performance. Donc l'ENA, mes collègues ne diront pas le contraire de l'ENA. Je crois qu'ils ont vu à quel point la norme peut améliorer la performance sur tous les aspects, aussi bien sur la gouvernance que sur les aspects financiers. Mamadou Moustapha Kend, directeur général de l'AFNOR Afrique de l'Ouest et du Centre, estime que l'ENA a démontré sa capacité à instaurer un système de management de qualité bénéfique tant pour son personnel que pour l'ensemble de l'administration publique. Une démarche qui, selon l'agence, s'inscrit dans la logique de l'amélioration continue. C'est très positif pour l'ENA de s'être engagé dans cette démarche de certification ISO 9001 puisque ça la positionne aujourd'hui parmi les institutions qui adoptent les standards internationaux en matière de gestion des entreprises. Donc si je dois dire l'ISO 9001 met en place, définit des critères rigoureux qu'un organisme devrait mettre en place pour viser 3 aspects essentiels. Donc la satisfaction de ses clients, de ses parties intéressées, son efficacité organisationnelle et son efficacité opérationnelle. Voilà, et donc tout ça dans une dynamique d'amélioration continue. À travers cette certification, l'ENA confirme son ambition, former une administration moderne, performante et tournée vers les exigences des qualités au service des citoyens et du développement du pays.
En début de cette semaine, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, accompagné de la questeur adjointe Grace Neema, a rencontré le ministre de Poste et Télécommunications, Josué Panda Kabangou. Au cœur des échanges, la numérisation des travaux parlementaires du Chambre basse. Suivez ces reportages pour en savoir plus. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Singekeli, accompagné de la questeur adjointe Grace Neema, a échangé ce lundi 22 décembre 2025 dans son cabinet de travail avec le ministre de Poste et Télécommunications, José Panda Kabangou. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la numérisation des travaux parlementaires au niveau de la Chambre basse du Parlement. Dans leur entretien, le rapporteur Jacques Joly Singekeli a fait savoir à son hôte qu'il était plus que temps que, sous le leadership du président Aimé Boji Songara, les travaux parlementaires de l'Assemblée nationale soient dématérialisés, d'autant plus que plusieurs de ces archives datant des années 1960 commencent à se détériorer. D'où l'urgence de la numérisation. Le porte-parole de la Chambre basse du Parlement énumère les contraintes logistiques que connaît l'Assemblée nationale en termes de consommation des intrants, de l'accès des députés à leurs documents et de redevabilité publique. Le Parlement, avec le président Boji, nous sommes engagés pour sortir un peu de la pierre, de l'âge de la pierre taillée du travail parlementaire pour arriver à la numérisation. Nous avons des contraintes logistiques énormes en termes de consommation des intrants, en termes d'accès aux députés à leurs documents, mais aussi des redevabilités publiques. La population doit savoir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui s'est fait dans la commission, en plénière, dans les missions d'information, pendant les vacances parlementaires. Mais avec l'actuel état des lieux, avec le papier, on ne peut pas y arriver. D'où il faut absolument arriver à un Parlement du XXIe siècle, comme partout, à numériser. C'est-à-dire, nous avons exactement 3 compartiments que nous devons arriver à faire. La connectivité, c'est-à-dire rendre l'Internet, amener l'Internet ici et accroître la fluidité des contacts Internet. Ensuite, il y a le problème des applications spécifiques au Parlement. Par exemple, l'accès aux documents, la distribution des documents, la production de comptes rendus analytiques, de comptes rendus des annales parlementaires, de procès-verbaux, le courrier. Nous devons changer et il faut des applications spécifiques. Et enfin, il y a l'archivage. Depuis 60, ces bâtiments, qui n'est pas d'ailleurs le nôtre, qui est le magasin TP, nous devons arriver à avoir un bâtiment de l'administration parlementaire spécifique. Mais nous avons les archives depuis 60 et qui sont en train de pourrir. Donc il faut absolument, d'urgence, numériser tout cela pour les générations futures. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, l'accès, la redevabilité publique, la démocratie. Ça, c'est un palais du peuple. Le peuple doit pouvoir savoir ce qui s'est fait dans ces palais. Et avec les... De son côté, la questeur adjointe Grace Neema a remercié le ministre José Panda pour la promptitude avec laquelle il a réagi au projet lui soumis par l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'il était temps de digitaliser les activités et archives parlementaires de la Chambre basse du Parlement à l'heure du numérique. C'est une nouvelle façon de redorer aussi l'image de notre Parlement. Il était grand temps, nous disons merci. Merci aussi à son Excellence pour son temps. Il a écouté, il est très sensible et voilà, il est là. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un membre du gouvernement qui fut parlementaire. Connaît les très problèmes sensible aux problèmes, aux préoccupations des parlementaires. Au sortir de cette audience, le ministre José Panda Kabangou s'est dit au nom du gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa Tuluka, très déterminée à parachever le projet de digitalisation, de numérisation et des connectivités de l'Assemblée nationale dans le but de rendre cette institution parlementaire plus compétitive à l'échelle internationale. Je dois profiter pour féliciter les rapporteurs, puisque les rapports ou les projets qu'on m'a présentés étaient bien détaillés, bien faits. Et nous sommes allés plus vite. Et nous avons convenu qu'il faut qu'on revienne vite visiter avec les experts de la Banque mondiale. Et on a fait la tournée, on a fait la visite, on a vu tout ce qu'il y a comme problème, des grandes questions. Mais les questions techniques, ils vont pouvoir y traiter entre les experts
de l'Assemblée nationale et les experts du ministère. Donc je dois affirmer que nous avons un fonds qu'il faut arriver normalement à décaisser rapidement par la procédure rapide. Notre objectif, c'est qu'avant la session du mois de mars, que les travaux puissent commencer. Qu'au moins un député, là où il est autour de l'hémicycle ou dans des commissions permanentes, où les bureaux lui-même soient connectés rapidement et voir ce qu'il y a. Signalons par ailleurs qu'avant cette audience, la question adjointe Grace Neema, le ministre José Mpanda ainsi que les experts de l'Assemblée nationale, de la Banque mondiale et du ministère de PT ont procédé à la visite guidée des différentes salles de cette institution. Il s'agit notamment des salles de réprographie, de distribution, de numérisation, des spectacles, de congrès et archivage. Partout où ils sont passés, Monsieur Mao Mubenga, conseiller en charge de la logistique au cabinet du rapporteur, ainsi que quelques administratifs ont fourni des explications claires et nécessaires. C'est ici que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas toujours de liker, commenter et partager. À toutes et à tous, nous vous souhaitons meilleure vue.